Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Nous allons essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi il existe un tel engouement pour les cellules de maison. On le découvre ensemble ? Pourquoi un tel engouement pour les cellules? Neil Cole a déclaré ceci: la meilleure façon de propager l'Évangile est cette idée selon laquelle l'Église devrait être plus simple et plus organique. Depuis quelques années, au plan international, nous assistons à une croissance exponentielle de l'Église par le biais de la multiplication des cellules. Un simple clic sur Internet vous permettra de découvrir plus de 150 réseaux dédiés à ce ministère. Face à un tel phénomène, il est judicieux de s'interroger et de se pencher sur la question de cette forme d'organisation et de développement de l'Église. En effet, pourquoi un tel engouement pour ce format de réunion? Nous aurions tort de croire que cette façon de vivre l'Église ne concerne que l'Asie, certains pays persécutés ou encore les pays du tiers-monde, car bien des pays développés du monde occidental se tournent de plus en plus vers les groupes de maison. De son côté, l'Institut George Barna a cherché à comprendre la raison d'une telle tendance. Au moyen d'une enquête, il fournit des éléments de réponse d'une grande pertinence qu'il nous convient de considérer. Selon cet institut, 24,5% de ces Américains interrogés ont reconnu que la rencontre en petits groupes est leur style de rencontre préféré pour répondre à leurs besoins spirituels. Et ceux qui ont répondu fréquentent un petit groupe issu d'une église, d'une mosquée ou d'une synagogue. D'une façon schématique, pour les chrétiens qui ont été interrogés, l'Église n'est ni un bâtiment, ni un programme, ni des budgets, mais ce sont surtout de bonnes relations et une vraie communion fraternelle. Cette vision de l'Église colle complètement avec la génération postmoderne qui se considère plus spirituelle que religieuse pour 22%. Selon Neil Cole, toujours, les gens d'aujourd'hui préfèrent Jésus à l'Église. L'Église en tant que structure, on a bien compris le sens de cette citation. L'Institut George Barna a permis de réunir les informations statistiques suivantes. Elles sont vraiment pertinentes, elles sont importantes. Réfléchissons sur ces statistiques. 80% des rencontres de maison se déroulent une fois par semaine et seulement 11% une fois par mois. Le jour le plus souvent choisi est celui du mercredi pour 27%, le dimanche pour 25%, alors qu'un groupe sur 5, soit 20%, n'est pas vraiment fixé sur le choix d'un jour particulier, préférant se montrer flexible. Une rencontre type dure 2 heures. Seulement 7% des groupes tiennent des réunions inférieures à 1 heure. 9% des groupes dépassent les 2 heures. 93% des groupes pratiquent la prière à haute voix au cours de leur rencontre. 90% lisent la Bible. Gloire à Dieu, on s'en réjouit. 89% rendent des services aux membres du groupe dans la vie quotidienne. 87% ont l'opportunité de partager leurs défis personnels et leurs expériences personnelles vécues au quotidien. Ça, c'est important de le noter. 85% déclarent passer du temps à manger et à boire au début et à la fin de leur réunion. Cela souligne l'atmosphère d'une réunion de maison. 83% discutent de l'enseignement qui est partagé, donc la discussion, l'interactivité. 76% bénéficient d'un enseignement systématique. Il y a là la notion de discipulat, de ce désir, cette aspiration à grandir chez le chrétien. 70% bénéficient du chant et de la musique. 58% déclarent recevoir des messages prophétiques au cours de leur réunion, donc l'exercice même de don spirituel. 52% participent à des collectes d'offrandes. 51% pratiquent la Sainte Seine.
41% visionnent des extraits de vidéos pour enrichir leur partage et discussion. 2 cellules sur 3, 64%, voient les parents emmener leurs enfants dans les rencontres de maison. La place des enfants est aussi très importante. Parmi ces familles, 41% ont leurs enfants avec eux dans la réunion. Les enfants apprennent à louer Dieu, à chanter, à entendre la parole et à vivre les réunions avec leurs parents, pour une grosse partie. 38% de ces familles vivent la rencontre avec leurs enfants présents dans une autre pièce et encadrés par un adulte. Le reste le vit de façon alternative. La taille moyenne des cellules est de 20 personnes, dont 7 enfants. Voyons maintenant les différentes formes de petits groupes que l'on peut rencontrer. Charles Elmo Robinson nous dit ceci: « Sans vouloir rabaisser l'enseignement en public, il me semble que mon travail porte plus de fruits en passant de maison en maison pour les enseigner, comme le faisait l'apôtre Paul. » Dans son livre intitulé « Le développement naturel de l'Église », Christian Schwartz rapporte les résultats d'une étude qu'il a réalisée auprès de 1000 églises sur les facteurs déterminants de la croissance de l'Église. Et de cette étude sont ressortis 157 facteurs. Et le plus important de tous est certainement celui qui établit une réelle corrélation entre la qualité et la croissance numérique, soit la multiplication intentionnelle des petits groupes. Il est clair que les systèmes cellulaires qui marchent sont ceux qui ont bénéficié d'une sérieuse réflexion en amont. David Lim, qui est le pasteur de l'église Grace Assembly of God de Singapour, a déclaré « Les églises qui n'ont pas une vision reçue de Dieu pour atteindre leur ville ne pourront produire que des cellules mortes. Beaucoup d'églises n'ont qu'une vision générale et voudraient atteindre le monde. » Le caractère intentionnel de la mise en place des cellules est primordial. Il doit être le fruit d'une véritable recherche de Dieu, d'une profonde conviction et d'un solide plan d'action qui inclut la forme de la cellule. S'agit-il d'une réunion de maison, d'une église de maison, d'une église cellulaire qui est appelée à vivre un fractionnement? S'agit-il encore d'un groupe d'affinité ou alors d'un projet d'implantation, d'une cellule d'implantation? Il faut réfléchir à cela. Quel est aussi le format des réunions? Quelle en sera la durée, le contenu, l'atmosphère et la forme de direction? Ces choses doivent être réfléchies en amont. Quelle sera l'orientation aussi de la cellule? S'agit-il d'une cellule découverte? S'agit-il d'une étude biblique, d'une rencontre d'évangélisation, d'une réunion informelle, d'une réunion qui vise la formation systématique de disciples? Tout cela, il faut le déterminer. Quelle est la vision de ce projet de travail dans les maisons? S'il est vrai qu'il existe une multitude de formes de rencontres de maison et qu'il y a souvent une grande confusion au niveau des termes, je vous propose de découvrir les formats que l'on rencontre le plus. Par exemple, la réunion de maison. Quand on parle d'une réunion de maison, on parle d'un style de réunion plutôt informel qui répond simplement à la demande de quelques chrétiens qui ont le désir de se réunir géographiquement pour partager, prier, lire la Bible. Il s'agit là généralement d'une initiative qui n'entre pas dans le projet global d'une Église, qui ne répond pas à une vision clairement définie. Il ne s'agit pas d'une cellule à proprement parler, car une cellule implique à un certain moment une subdivision qui va permettre de donner naissance à une nouvelle cellule. Donc là, la rencontre de maison dite informelle. Et puis, il y a ce qu'on appelle cette fois-ci la cellule de maison, le ministère des cellules. Ce ministère induit toujours un processus de multiplication. Il le comprend dès le départ. Il y aura de la multiplication. La cellule de maison entre dans un programme global qui est déterminé par un pasteur et ses leaders. Une stratégie de développement et de formation systématique va être mise en place. Le but, c'est la multiplication, c'est le développement
Ensuite, par scission, qui est acceptée par tous les conducteurs qui participent à la direction des cellules de maison. Certaines cellules, comme par exemple les rencontres dites parcours alpha, naissent souvent dans le cadre de l'organisation de campagnes d'évangélisation. Elles comptent un certain nombre de rencontres car elles s'organisent autour d'un programme avec des leçons qui s'enchaînent les unes après les autres. Lorsqu'une personne a suivi la totalité du programme, logiquement, sa participation à la cellule s'arrête et elle est invitée à poursuivre son développement en fréquentant la grande assemblée ou un autre type de cellule. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'église de maison. Il convient là cependant de marquer la différence entre une cellule de maison et une église de maison. Selon Joel Comiskey, les églises qui ont adopté le ministère des cellules comme axe central de développement ont choisi de s'organiser autour du ministère des cellules. La vie de l'Église, le ministère pastoral, les baptêmes et les offrandes et les célébrations s'organisent à partir des groupes que l'on appelle dans ce cas des églises de maison. Ensuite, il y a les groupes d'affinité. David Lim explique le secret du développement de son système cellulaire par le moyen de ces groupes. Il dit « La plupart de nos groupes sont répartis de manière géographique en fonction des quartiers où vivent les gens à Singapour. Certains de ces groupes abordent des sujets spécifiques ou se concentrent sur tel ou tel aspect du service. Certains s'adressent à ceux qui parlent la même langue et d'autres se constituent naturellement en fonction des affinités et des amitiés. » Une autre forme, le poste d'évangélisation avancé. Dans certaines régions, principalement les régions rurales, le bien fondé des cellules s'impose de lui-même. En effet, en raison des longues distances, il est difficile pour les personnes sensibilisées au message de l'Évangile, voire les frères et sœurs d'un certain âge, de se rendre à l'église mère plusieurs fois par semaine. Il y a non seulement le coût des déplacements, mais aussi la fatigue qu'occasionnent ces allers et retours, et puis le fait de ne pas chercher à atteindre ces localités par la mise en place de petits groupes qui portent un préjudice à la croissance de l'Église. Il faut non seulement des églises viables dans les villes, mais aussi dans les villages. Stephen Neal précise « L'Évangile, voilà ce qu'il dit, l'Évangile doit être apporté sous des formes simples et en termes de communauté fraternelle. Celles-ci doivent être implantées là où vivent les gens. » Continuons. Il y a aussi la cellule que l'on appelle la cellule d'implantation. Elle a pour vocation d'être un outil provisoire dans l'attente de trouver un local plus grand ayant pignon sur rue, ce qui permettra d'accueillir davantage de personnes pour leur développement sur le plan spirituel et ce qui permettra aussi de rendre l'église locale ou l'église qui a démarré à partir de la cellule, ce qui permettra de la rendre davantage visible pour les habitants de la ville. Nous venons de voir les bienfaits des cellules de maison, mais aussi les différentes formes de rencontres de maison qui peuvent exister. Apportons l'Évangile à chacun. Allons à la rencontre des gens de la ville, mais aussi de la campagne. Soyons créatifs. Que Dieu vous bénisse.